passes. Ah, tu vas à la boutique quand même? Big Snow, là, ouais. Ah oui, alors non. Ouais. Bah, c'est à 6h, on y va, apparemment. Ah, bah alors tu me rejoins au Petit Palais, du coup. Ouais, voilà. On y va. On est de retour sur le Twitch donc de Forward pour continuer ensemble de dérouler ce programme qui nous tient en haleine depuis ce matin et jusqu'à ce soir minuit ici en direct du The Social Hub Toulouse où il y a toujours de plus en plus de monde en ce moment. Le bruit que vous entendez en fond, les amis, c'est de la danse, un mix entre house et hip-hop. Steven, je te vois rigoler. Non, il n'y a pas de gig. C'est bien dommage. C'est bien dommage, mais il n'y a pas de gig prévu en tout cas au programme. De la gigue urbaine. On se régale, on sort de la première conférence sur les coulisses de la préparation de la série documentaire. Il y aura un deuxième talk prévu dans 45 minutes pour parler des liens de médias avec Toulouse, avec notamment comme invité Dadou de KDD. On aura Mokobe qui sera avec nous de 113. Manu qui est là avec nous sur Twitch. Merci Manu de passer sur le Twitch de Forward. Yes. On s'amuse bien, hein, on va se le dire, c'est plutôt pas mal, une bonne ambiance. Super, ouais. Bonne musique en fond. Exact. Peut-être un peu moins, peut-être pas assez de hip-hop à ton goût. Ouais, ça va venir à mon avis progressivement. Voilà, on va se mettre quelques sessions de hip-hop aussi. Et donc à ma gauche, c'est Steven, co-animateur du talk show La Vigie, talk show toulousain de divertissement et passionné de musique qui... Ouais, c'est vrai en plus. Parmi d'autres. Ouais, passionné de musique, un peu novice aussi dans le monde de DJ Mehdi initialement. J'ai mis le pied à l'étrier avec la série du coup. Donc c'est un vrai kiff pour moi d'être là aujourd'hui et de revoir des gens que je connais, des gens que je connais pas aussi d'ailleurs. Et de revoir Manu avec lequel on a enregistré le premier épisode. Je vous invite à aller checker ça sur les plateformes de streaming, que ce soit Spotify, Deezer, Apple aussi. Lucky Boy in Toulouse, c'est le nom de la série de podcast consacrée donc aux liens de DJ Mehdi avec Toulouse. Et donc le premier épisode, c'est avec toi Manu, où tu nous racontes en fait que finalement les liens entre Mehdi et Toulouse étaient hyper resserrés, puisque une des réussites musicales parmi celle qu'il a eu a été faite ici, probablement la plus grande en volume. Un album unique qui est 113 et Princes de la Ville a été fait 80% ici à Toulouse. C'est fou. Voilà, c'est fou, c'est... Et puis Mehdi passait son temps après ici, dû à son mariage avec Fafi. Exactement, ils ont habité notamment rue Sainte-Ursule, pas très loin de ton travail. Très sympa. Et ouais, voilà, rue Sainte-Ursule, très coin très cool. Manu, là, j'aimerais avoir ton sentiment parce que finalement, dans le tourbillon de cette journée avec les rendez-vous qui s'enchaînent, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais en vérité... On en a parlé dans le podcast du fait de voir toutes les générations se retrouver autour de cette série documentaire, de redécouvrir la musique de Mehdi. Moi, le premier, j'ai redécouvert toute une partie de sa discographie que je connaissais absolument pas, la partie électro en l'occurrence. Moi, je connaissais sa partie rap. Même découvert des trucs insoupçonnés. De fou. Quand tu vois ça, il y a des enfants, il y a des quinquas, sexagénaires. Qu'est-ce que ça t'évoque quand tu regardes tous ces gens réunis autour de la legacy de ce garçon? L'impact finalement c'est ça, c'est fondamental en fait. Si on veut avoir le miroir de l'humanité, c'est ça en fait. C'est d'avoir toutes les générations réunies, intergénérationnelles, et pouvoir se regarder droit dans les yeux, croiser les regards et échanger dans l'expérience des anciens, du renouveau des plus jeunes et de la versatilité du futur en fait. C'est ça l'objectif, c'est ça. On doit aujourd'hui, avec l'obscurité qui se passe dans ce monde, il faut voir le beau partout. Et la beauté, c'est ça, c'est de réunir tous ensemble. On ne dit pas il faut le vivre ensemble, c'est facile. Je dirais encore plus loin, il faut faire ensemble. Donc voilà, c'est ce qui est génial et c'est ce que Mehdi a déclenché. Et j'espère qu'on continuera à vivre dans ce sens. En tout cas, ce qu'on voit, Steven, depuis alors ce matin, 10h que les ateliers ont commencé, les ateliers à la MAO, les ateliers DJing, là on a une démo de danse, il va y avoir une jam, des talks, tout est plein, on est sold out aujourd'hui ici au The Social Hub. C'est parti vachement vite en plus. C'est parti quasiment immédiatement. En 2-2, ouais. Ce qu'on voit, c'est que à travers le message, alors je sais pas si c'était volontaire, tu l'as évidemment bien mieux connu que nous, puisque nous on l'a pas connu. Est-ce qu'il en avait conscience que les ponts qu'il était en train de créer entre les différents styles musicaux, est-ce qu'il l'avait théorisé? Est-ce qu'il en avait conscience de ça? Est-ce que vous en avez déjà parlé ensemble de tout ça? Alors, un truc qui me remonte pratiquement aujourd'hui,
Depuis son décès, il y a 15 ans presque. Aujourd'hui, une quinzaine d'années. Mehdi il me disait souvent une phrase. Il faisait de la musique comme ça, et puis j'en parle dans Mental de Fer. Il me disait Manu, j'ai envie de faire danser le monde. Il m'a dit ça quand on s'est connus les 6 premiers mois, quoi. Il m'a dit Manu, j'ai envie de faire danser le monde. Et danser le monde, c'est ça. C'est pas seulement par la musique, c'est par la créativité, c'est par rapport à l'échange, par rapport aux discussions. C'est ça, faire danser le monde à travers sa musique. Et peindre comme il a fait des choses avec Futura 2000, c'est peindre un arc-en-ciel de toutes ces couleurs. Et ces couleurs, il les peignait n'importe où et ça rejoignait, ça faisait quelque chose de beau. Et voilà, il m'a dit qu'il voulait faire danser le monde et finalement, il a réussi à faire danser le monde et réunir toutes ces générations et participer dans différentes cultures. Et l'idée d'émancipation à travers l'art et la culture, c'est fondamental et c'est ce qu'il a créé. Ben ça, on le voit, Steven. Là, on voit toutes les générations qui sont réunies, qui sont là, qui découvrent ou redécouvrent, parce que c'est tellement large finalement, et ça a été l'un des impacts de cette série-là. La première réaction, celle qu'on voit le plus souvent dans les commentaires, c'est mais j'avais aucune idée de qui était ce mec. Ou alors ça c'est lui. Ouais. Moi ça a été quand j'ai vu le documentaire et quand j'ai entendu les premières musiques, etc. Je me suis dit, tu vois, les Princes de la Ville, etc. Des trucs qui sont dans le conscient collectif de tout le monde, même plus ou moins jeune en fait, en fonction de ce que tu écoutes. C'est le truc de se dire, ah c'est lui. Tu vois, c'est le truc de se dire, ah c'est lui. Ou alors dans la série, quand on parle aussi des différents ponts avec des stars genre Kanye West, etc. Tu dis, mais c'est fou en fait, comment on n'a pas comment on n'a pas su ça avant. Et j'ai trouvé que la série du coup remettait tout ça au centre et permettait aussi de pouvoir se rendre compte du génie que c'était. C'est ça, parce que là, souvent, et d'ailleurs on en parle dans le podcast avec Thibaut, tiens, c'est intéressant, parce que toi je sais que tu aimes bien faire un peu de philosophie, Manu. C'est quoi un génie pour toi ? C'est, comme il disait, c'est quelqu'un qui fait écho à plein de choses. Il a entendu ça, lui il a laissé ses traces. Un génie, c'est quelqu'un qui va laisser ses traces et qui a une legacy continuelle de toute sa vie en fait. Parce que comme on disait avec Mehdi, on crée pas tout seul. Il faut toujours des gens qui nous accompagnent et on a cette formidable idée de dire qu'on remercie les gens qui nous ont mis à travers le pied à l'étrier. Et ça, c'est des choses qui sont fondamentales. On va dire que nous, c'est en fait la création, l'universel, la musique, tout ce qui nous rassemble, c'est le bras armé de l'humanité. Et Mehdi, il avait une vision là-dessus, c'est de partager sa musique, partager sa connaissance, partager son humilité, partager l'amour qu'il avait des gens et de la musique. Parce que c'était un fan, pas seulement de hip-hop, mais de jazz, de soul, de rock, tout ce qui réunissait la musique pour faire ensemble. Il y a un aspect précoce aussi dans le côté génie. Moi, en tout cas, alors je ne sais pas si c'est aussi le cas pour toi, et tu vas nous donner ton avis, Steve, aussi là-dessus, mais pour moi, quand on parle de génie, il y a un aspect précoce. Le fait que ce garçon ait réussi à créer sa propre machine, ça c'est fou. Son propre sampler, du coup, sans notice, sans avoir la moindre notion d'électricité. Enfin, littéralement, il aurait pu mourir en fait en essayant de fabriquer sa machine. À 12 piges, toi, tu galères déjà à faire des... dinguerie. Essayez de vous souvenir, vous qui nous regardez sur Twitch, ce que vous faisiez à 12 ans. Moi, perso, c'était Kirigouté à 17h30. Moi, je galère à faire des Lego toujours à 30 ans. Voilà, c'est quand même une dinguerie. Et quand on parle de génie, il y a aussi un aspect précoce à ça, Steven. C'est ça aussi qui marque. Clairement, quand tu dis... En fait, c'est un peu le côté où c'est vrai que tu te poses, toi, en tant que spectateur, et tu dis, OK, qu'est-ce que je faisais moi à 12 ans, tu vois, et tu réalises le truc, et tu dis, mais le putain, gap. c'est une folie. Le mec, il a créé son propre sampler. Il était déjà à fond dans les découvertes de différents courants musicaux, bon, plus hip-hop à ce moment-là, mais il était déjà dans ce truc de curiosité permanente. Et ouais, c'est pour ça que j'ai pas eu peur d'utiliser génie tout à l'heure, parce que je me dis que en fait, qu'est-ce que ça aurait pu, jusqu'où on aurait pu arriver, tu vois, au final. Toi, quand tu le rencontres, il est tout jeune, tu l'as dit là, lors du premier talk, il a quoi, 12-13 ans? Mehdi, quand je rencontre, il a 14 ans. 14 ans, mais tu te rends compte, ça fait déjà 2 ans qu'il manipule sa machine, qu'il a fabriquée lui-même. Est-ce que tu te dis, toi, tout de suite, mais il est complètement starbé, ce gosse, ou qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce gamin qui vit dans sa chambre avec des machines partout, avec des disques partout? Tu as conscience à ce moment-là déjà que tu vois quelque chose qui n'est pas normal? Justement, quand je découvre ça, j'ai dit « Ah !» Je pense que j'ai découvert la personne qui va m'accompagner dans ma nouvelle vie. C'est fou. Parce que j'étais totalement dans l'école buissonnière. Et quand j'ai découvert Mehdi, ça a été une clé en fait dans ma vie. Et en fait, quand il bricole ses machines, quand il nous fait
enregistré à l'intérieur de son armoire avec une chaussette pour faire l'effet studio. En fait, c'est de l'art en fait qu'il fait. Il fait de l'art, le fait de créer, d'imaginer, de mettre ses mains partout pour chercher. Il n'avait pas de notice pour son truc, mais le fait de chercher, jour à jour, il progressait. Et il faisait de l'art, de toute façon. Voilà, il était en train de faire de l'art, tout simplement. Et là, dans ces cas-là, l'objectif prioritaire, c'est de prendre soin de ça. Justement, tu te mets en mode un peu cape protectrice. Viens ici, t'inquiète pas. Je vais faire en sorte qu'on puisse te laisser faire ce que tu as envie de faire parce que je sens bien que ce que tu fais, on le voit pas partout et c'est pas normal. Ah, on le voit nulle part. Ben, ça se ressent dans sa musique, la façon qu'il crée, les beats qu'il accompagne, comment il sample. Tout est décalé par rapport à tous les autres compositeurs. Il y a un grand écart avec les autres compositeurs. Donc c'était de la création pure et ça sortait de son génie. Et comme il dit, c'est vraiment un génie. Et Mehdi, il me disait toujours, il ne fait pas avec la perfection, il fait avec ses idées, avec le cœur. Et quand tu fais avec la perfection, finalement, ça te ralentit parce que tu es sans cesse obligé de dire « Ah non, oh non, oh non, on recommence. » Tu perds du temps et tu crées moins. Et lui, il faisait avec comment il aimait que ça groove. Et quand ça groovait, il arrêtait. Il avec disait le feeling, bon. ouais. Voilà, clairement. Feeling. En tout cas, il y a un message et ça fera le pont avec ce qu'on évoquera tout à l'heure avant de retourner parce qu'on a un deuxième talk ensemble après. Mais je veux qu'on parle de ça. Bon, vous le voyez pas pour l'instant, mais ça va venir parce que les messages s'entrechoquent un petit peu. Mais cette idée de créativité au maximum, moi, ce que je ressors aussi de cette série documentaire, on consomme beaucoup de documentaires, nous, avec pas forcément toujours les mêmes objectifs d'ailleurs. Des fois, pas les mêmes sujets non plus. Ouais, c'est plus soit pour se divertir, soit pour apprendre, soit pour. Dans celui-là, il y a vraiment un côté inspiration qui, je trouve, est pas si simple que ça à trouver. En mode, mais toi aussi, en fait, cherche ce qui te rend un peu différent. Tu l'as dit, ça a été dit pendant le talk avec les questions où il y a des gens. Moi, j'ai été étonné du fait qu'il y ait des gens qui se lèvent à la fin spontanément en disant moi, ça a changé ma vie. En fait, tu te rends compte que c'est pas juste qu'un documentaire. Ouais. Tu vois, moi, c'est un truc que j'avais du mal à percevoir avant. Donc, j'ai vu ce documentaire, etc. Et le fait aujourd'hui de pouvoir, en plus de ça, voir des actes où des gens se lèvent spontanément en disant putain, ce truc, ça a changé ma vie, c'est fou. T'imagines la portée du truc ? Moi, je trouve ça fabuleux. Pour faire la suite avec ça, est-ce que, par exemple, dans la nouvelle génération d'artistes, est-ce que tu as des artistes, toi, qui viennent te... Alors, informellement ou souvent en off, j'imagine, mais qui te posent des questions potentiellement sur comment est-ce que vous faisiez pour créer, quel était votre processus à l'époque. Aujourd'hui, la technologie fait que dans ta chambre, tu peux faire ce qui était obligatoire de faire en studio à l'époque. Est-ce que tu as des artistes de cette nouvelle génération-là qui remplissent des Bercy, des Zénith, voire même des Stades de France beaucoup plus facilement qu'à l'époque, on va le dire. Est-ce qu'il y a cette recherche de relais générationnel ou alors est-ce qu'on est passé à autre chose ? Non, on est passé à autre chose parce que tout est devant eux maintenant. Le plat est garanti avec tous les ingrédients. Donc il n'y a pas de cette recherche de demander comment vous faisiez pour aller en studio. Le studio, il est en face de chez eux, il est même dans leur chambre. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu regrettes un peu ? C'est quelque chose que je regrette un peu parce que, si tu veux, Mehdi était un homme pont. Il savait rassembler les générations, il savait rassembler les différentes musiques, il savait rassembler tout ce qui était culturel. Donc toutes les générations, toutes les origines étaient dans ces ingrédients. Et moi, j'ai pris le pas là-dessus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais des livres et je suis dans l'éducation pour être dans la transmission de tout ça. Mais non, les futures générations ne nous demandent pas. Les futures générations, aujourd'hui, demandent qui est le groupe IAM, surtout. Voilà. Ouais, est-ce que c'est pas dommage, Steven ? Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Il n'y a pas forcément de bonnes ou de mauvaises réponses d'ailleurs, mais est-ce que quand même, ça mériterait pas de connaître peut-être un peu mieux leur histoire, en fait ? Parce que c'est eux les pionniers quelque part ici, et c'est toujours bien de savoir d'où on part, en tout cas dans notre art, pour mieux comprendre où on a envie d'aller ensuite. Est-ce que tu trouves pas ça dommage, toi ? Si, un peu, mais de toute façon, c'est toujours la même question de notre époque actuelle, où on a beaucoup d'informations tout le temps, etc. C'est juste une question de savoir comment la chercher et où la chercher. Et c'est pour ça que ça peut être intéressant de temps en temps de repartir un petit peu et d'écouter ce qui se faisait avant et ce qui a permis justement d'en arriver là, pour aussi permettre de se retrouver et notamment de retrouver
son art, etc. Je trouve que ça peut être intéressant. Mais est-ce que c'est dommage? Je veux pas être le moralisateur en mode oui, c'est dommage, tu vois, c'est une époque différente. Parce que c'est quand même rigolo, mais regarde Manu, aujourd'hui, bon, le rap, la musique urbaine est leader numéro 1 en France, mais finalement c'est un rap dansant, donc quelque part ça part un peu de Mehdi quand même, le fait d'accélérer, le fait de trouver des beats dans une musique qui naturellement est plutôt down tempo, puisqu'on est plutôt censé écouter les textes historiquement. Le premier à avoir dit je vais accélérer un peu pour donner un message, mais aussi c'est un moyen d'y mettre 2-3 breakers, ce sera pas mal. Et en fait, ils en ont pas conscience que ça part de là. Ça part de là, de le fait de rassembler en fait. C'est une musique qui s'accélère, donc ça intéresse une culture qui est différente. C'est une musique qui s'accélère, donc ça donne une nouvelle tendance. Donc on s'intéresse, les jeunes s'intéressent. Et j'irai un peu plus fort dans ce que tu dis. Depuis septembre, moi j'ai découvert ça au mois de mars. J'étais dans le Bronx, il y a le musée du hip-hop qui a ouvert dans le Bronx. Oh là, oui. Et Nas a investi $1 million sur ce musée parce qu'il se trouve dans le Bronx, dans un lieu de précarité. Et ça va faire une sorte un peu de puzzle comme ça, où les anciens rappeurs comme Slick Rick, Run DMC, LL Cool J viennent partager leur culture avec des nouveaux élèves. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils viennent faire des talks comme là? Faire des talks avec des anciens rappeurs. Et Nas a investi déjà $1 million pour avoir les infrastructures de la perfection et de mettre un peu du sens là-dedans. Et puis c'est ouvert depuis peu dans le Bronx. Alors te connaissant, ça t'a inspiré ça? Je suis déjà passé, mais c'était fermé. J'ai déjà été au mois de mars et je l'ai vu. Et puis ça va parler de les relations Biggie, comment il a amené le rap. Ça va parler de plein de talks, mais ça va être formidable, quoi. Est-ce qu'il y aurait la place pour ça en France, tu penses? Est-ce que les consciences sont suffisamment éveillées pour essayer de créer ce pont qui a été fait là-bas? Il y a la place du hip-hop à Châtelet, mais en tant que penseurs, ils n'ont jamais pensé à ça. Cette vision de dire, on crée un monument, un fait architectural pour rassembler les jeunes et les anciens, pour parler comment c'était construit avant et se servir de ce modèle d'émancipation. Non, ça n'a pas été fait. Ça a été fait dans le sens qui est un peu monétaire, tout le monde vient, vous payez une prestation, mais dans le sens à la Bronx, ça n'a pas été fait, quoi. Il y aurait eu un truc à creuser. Il y aura un truc. Tu vois, je pense qu'il y a un truc à faire. Hein. Ouais, ça a été essayé pour le cinéma, je crois. C'est Besson qui a essayé ça, la Cité du cinéma. Cité du cinéma, Exactement. À la Villette, si je dis pas de bêtises, à Paris. Mais en tout cas, pour le hip-hop, pourquoi pas imaginer. C'est un truc à creuser. Et qui mieux que Tonton Manuquet pour. Je pourrais influencer ça parce que c'est fort. C'est fort. J'ai une dernière question musicale pour toi, Manu, avant de parler de tes livres, parce qu'après, on va souffler un peu, on va aller boire un coca et on va retourner sur le deuxième talk pour parler de Mehdi et de Toulouse. Justement, Toulouse, on aura Dadou avec nous là-bas. Alors, les amis, si vous nous regardez et si vous avez jamais écouté KDD, foncez. Je sais pas, là, ceux qui sont là, si vous avez déjà... Oui, KDD, ça vous... Non? KDD, ouais. Ouais, bon là, alors, les barbes grisonnantes, désolé monsieur, mais... Il y a le hockey instantané. Voilà, c'est oui, un oui évident. Les nouvelles générations, KDD, ça vous parle peut-être un petit peu moins. Mais en tout cas, si vous avez jamais écouté, foncez écouter KDD et vous verrez qu'à l'époque où Mehdi ou Kerry ou la Mafia Quinfri dans sa globalité explose, Ayam a déjà pété à Marseille et tout, à Toulouse, il y a du rap aussi à cette époque-là et du bon rap. Franchement, moi j'ai redécouvert la disco de KDD en préparant cette journée, en préparant la collection de podcasts. Franchement, on savait faire aussi ici à la fin des années 90. Hein. Exactement. Je pense que KDD était un peu la ferveur du Sud avec Marseille, a amené toute cette influence de jeunesse, de parler de choses intéressantes. Et pour le coup, des prods, puisqu'on parle d'un producteur de musique aujourd'hui, des prods hyper bien léchés. Alors, Mehdi en a fait, mais même celles qu'il n'a pas fait, elles sont quand même hyper quali. Est-ce que tu peux nous parler de ce travail sur la musique? En ce qui concerne KDD, ils avaient déjà une bonne avancée sur la musique, sur la construction, ça sonnait bien New York. Et je pense que le fait que Mehdi ramène un peu de sa science, un peu, ça a donné déjà des bons disques. Ils ont pu faire des tournées, ils ont pu faire pas mal de choses à travers ça. KDD, toi aussi, tu as redécouvert en préparant notamment l'entretien avec Dadou. Moi, je connaissais mal et en redécouvrant ça, j'ai découvert des prods hyper léchés et vraiment un flow... new-yorkais. En avance sur le... New-yorkais avec une pointe d'accent garonnais quand même. Hein. On va pas New-yorkais du Sud. Hein. C'est ça. Manu, on va terminer là-dessus parce que je pouvais pas ne pas en parler. C'est laquelle? C'est celle-là.
Voilà, je les montre parce que franchement, ça vaut le coup. Le premier livre qui est sorti, qui s'appelle Les liens sacrés, qui parle un peu comment je suis arrivé dans le hip-hop et quelle est la périphérie que j'ai eue à travers tous ceux qu'on travaille avec nous. Bien évidemment, Mehdi est beaucoup cité dedans. Et le deuxième livre qui est sorti au mois de mai, qui s'appelle Mental de Fer, F-A-I-R-E, ça parle de parcours d'hommes et de femmes qui ont eu des parcours fulgurants, même s'ils ne sont pas connus. Et ce mental de fer, de motivation, d'aller chercher ses rêves, même quand il n'y a rien autour, et d'être dans une constance inspiration, une motivation, on arrive toujours à ses fins et d'atterrir sur ses rêves. J'aimerais d'abord te parler de celui-là parce que c'est, on va dire, la partie un peu autobiographique. Exactement. On va dire que si Mehdi était le pont entre des générations, etc., toi, j'ai l'impression en tout cas que tu faisais un peu ça en interne dans la mafia Quinfri. Ouais, est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, bien évidemment, parce que je suis le plus ancien, donc j'ai mis le pied à l'étrier à pas mal d'artistes et j'avais déjà une conscience que le hip-hop peut nous amener loin avec des forts messages, des messages inspirants, des messages authentiques. J'étais un peu, je donnais beaucoup de thématiques là-dessus. Je voulais pas qu'on fasse n'importe quoi quand on écrivait ensemble, qu'on allait en studio ensemble. J'ai essayé de mettre de la thématique pour influencer les jeunes qui nous écoutent. Et c'était ça mon travail, quoi, de grand frère, tout simplement. Dans ton épisode, tu nous racontes que, par exemple, lors de l'enregistrement des Princes de la Ville, ici, à Toulouse, à Polygone, enfin à Toulouse, à Blagnac, sinon on va avoir la municipalité de Blagnac qui va râler si on les cite pas, mais tu racontes que toi, tu étais hyper influent au moment de choisir les titres, par exemple. Exactement. Des chansons. Alors, c'est pas un hasard, si derrière on te retrouve auteur, c'est qu'il y avait déjà ce goût pour les mots et les bonnes formulations. Jackpot, par exemple, je crois. Jackpot, c'est un peu moi qui a choisi le refrain, qui a guidé le refrain. Moi j'aimais toujours avoir cette passion des mots, cette passion d'aller chercher dans des concepts et tout. Ça a toujours sonné en moi, en fait, toujours fait écho en moi. Et donc vous aviez chacun vos rôles établis. Exactement. Avec toi. Chacun était à sa place de manière élite, en fait. Tu vois ce que je veux dire? On faisait pas les choses. Mokobe avait un rôle central, AP avait son rôle de rappeur, Rimka avait un rôle, on va dire, global. Et puis moi, j'étais un peu cette vision autour et Mehdi était le grand concepteur de tout ça. C'est ce que tu dis dans le podcast de toute façon, hein. C'est un côté où il y avait la partie taf qui était vachement importante et où toi par exemple t'arrivais plutôt avec Mehdi pour la partie prod machin, sans très arriver après pour la partie pour poser. Exactement. Etc. sans couplet. Ouais. Et il y a ce côté où t'as imposé, où t'as sans doute amené ce cadre, mais il y a aussi le côté où tu laissais libre cours libre choix par leur naturalité aussi, par la personnalité. Les textes on les changeait jamais parce que c'était dans leur appartenance, donc on coupait pas les textes, les mots qu'ils disaient, même si des fois ils se trompaient dans le français, c'est ce qui faisait leur charme. Et puis nous, derrière, on arrangeait les arrangements, et puis jusqu'à ce que tout le client, comme on dit aujourd'hui, soit satisfait, quoi. Parle-nous juste pour terminer, parce que là, on va partir dans quoi, 20 minutes. On va souffler un petit peu avant, mais dans 20 minutes, on a un deuxième talk avec Moko pour parler de Toulouse aussi. Là, on a beaucoup de Toulousains. On s'est taquiné avec ça, mais il y a eu un foot quand vous êtes venu ici pour commencer. La Fnac. La Fnac. En vérité, maintenant tu peux nous le dire, on n'est pas beaucoup. Il y a eu quelques petits restos, quelques petits coins sympas découverts à Toulouse avec les guides que devait être Dadou par exemple. Ouais, c'était sympa. Vous avez visité un peu Toulouse? C'était sympa d'arriver le jour où on était ici pour un mois pour produire un album. On a pris nos marques en faisant un petit foot, ça c'était fondamental. Et le soir, on a écouté plein de prod, donc ça on a kiffé grave. La bouffe, des fois, c'était pas très génial. C'était pas très génial, donc on se déplaçait, on commandait des pizzas, on allait au centre-ville, on se promenait à la Fnac, on faisait nos courses à crédit, comme vous disait Mokové. C'est ça, parce qu'on va en parler tout à l'heure. Alors, est-ce que vous serez au talk là vous serez tous au talk? Alors, on balance pas maintenant. Ouais, mais il y a une anecdote sur les achats à la Fnac. On la donnera. Enfin, Mokobé la racontera tout à l'heure parce que vraiment. Ouais. Mais bon. Et à savoir que ce livre, j'en ai pris quelques-uns. Ils sont à 20 € aujourd'hui. J'ai baissé le tarif. Et voilà, il m'en reste plus beaucoup parce que c'est un livre qui marche, c'est un livre qui inspire et qui part. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, Manu, on va s'arrêter là. Nous, et de toute façon, les directs vont continuer tout au long du reste de la journée, je pense. On va prendre quelques minutes pour souffler avant de retourner faire la deuxième conférence. Ouais. S'il y en a parmi vous qui voulaient poser des questions ou même récupérer le bouquin de Manuquet,
Je vous le laisse, mais pas trop longtemps, parce qu'on doit repartir là-bas. Et il faut réveiller Moko peut-être. Et il faut réveiller Moko, parce que la sieste semble durer plus longtemps que prévu. Ouais. J'avais plus d'une demi-heure normalement la sieste à Moko. Micro-sieste. Moko, normalement, c'est un quart d'heure. Il fallait récupérer de la pizza de midi, tu parles. Coca Light. Merci beaucoup d'avoir écouté. Je vous remercie. Merci beaucoup. On peut applaudir Manuké. Manu, on se retrouve dans quelques instants. Merci Steven. Avec grand plaisir. Fin du direct, à tout à l'heure.